Essentiel, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour Michel Guillaume. Rocard. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Mickaël pour parler à la fois de votre livre et de la situation. C'est un livre, je le précise, qui est préfacé par François Hollande et qui raconte finalement la crise que nous vivons dans le monde entier. La crise de ce capitalisme financier que vous redoutez, parce que la thèse générale du livre, c'est qu'une sorte d'ombre, ce sont ces masses de capitaux, planent sur l'essentiel de notre vie quotidienne et aussi sur notre avenir. Un petit mot sur ce que vient de dire Guillaume Tabar avec l'expérience qui est la vôtre. Est-ce que vous considérez par exemple que Nicolas Sarkozy a été un bon président? Je ne parle pas d'un point de vue strictement politique, vous n'aimez pas trop ça, mais a été un bon président pour les Français? Il a fait une grande faute, celle de ne pas assumer la dignité presque sacralisée de la fonction. Il reste quelque chose de monarchiste ou de royaliste chez les Français. Et notre Constitution est un peu une monarchie élective d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy a affiché beaucoup de familiarité, beaucoup de simplicité et parfois même un peu de vulgarité que les Français ne l'ont pas pardonné. Mais le réformateur, par exemple, est-ce que le réformateur vous va... Parce que vous en parlez beaucoup dans le livre. Vous dites on a un problème en France avec la réforme. Est-ce que le Sarkozy de la réforme des retraites est un Sarkozy qui vous va? Pas vraiment, pour une raison qui est dite très abondamment dans le livre. Les bonnes réformes, c'est celles qu'on a négociées longuement. Et l'essentiel de ce qu'il a cherché à faire est passé en force et vite. Alors il y a des choses qu'on peut discuter dont il restera l'essentiel, la réforme universitaire, des choses de ce genre. Je pense cependant que la réforme régionale est une grande faute parce qu'elle renforce les départements et affaiblit plutôt les régions, alors qu'à l'évidence, il fallait faire le contraire. Et puis ce conseiller territorial nouveau, personne ne sait à quoi il va y ressembler, les Français n'ont pas capté, je ne pense pas que celle-là pourra rester. Elle déséquilibre et affaiblit les régions au moment où, au contraire, il vaut mieux s'appuyer dessus pour beaucoup de choses, notamment une des clés du pays, la formation professionnelle. D'accord, mais la réforme des retraites, par exemple. Je suis pas en train de chercher une réforme que vous approuveriez, mais c'est intéressant de savoir, avec l'expérience qui est la vôtre, parce qu'on réfléchit à ce qui s'est passé, on va réfléchir ensemble avec Mickaël. La réforme des retraites ne traite que la moitié du problème, vous l'aviez probablement dit à l'époque, et le fait d'avoir voulu passer en force interdit de la négocier complètement. Et c'est pour ça qu'elle est mal passée. C'est dans le même trimestre que deux pays, la France et la Suède, sont arrivés à un mode de calcul de la retraite qui fait qu'on aura dans quelques années chance d'avoir cotisé assez pour avoir la retraite complète vers 67 ans. En France, le gouvernement a fait passer cette réforme par la loi, il s'est donné 4 mois. En Suède, ils avaient mis 7 ans. Elle a été intégralement négociée. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu 3 jours perdus pour le produit national brut et 3 jours d'ennui pour les usagers des services publics. Et c'était mieux accepté. La presse de ce matin, En même je temps, viens de beaucoup le de lire gens en ont dit entrant dans que votre la gauche studio. aurait mieux fait de le faire à son époque, parce que finalement, Je la gauche n'a pense jamais... que je dis depuis toujours, je le redis d'ailleurs dans ce bouquin, Alors, que la gauche aurait dû aller jusqu'au bout du problème par une négociation attentive. C'est ce que j'avais commencé d'ailleurs, et que là, c'est dit de façon interrompue. Alors, Mickaël, puisque nous parlons de ce livre, donc, qui mélange les considérations sur la vie politique et sur la crise systémique du capitalisme. Et la crise systémique, Et c'est aussi puis la crise de l'Europe. écologique aussi. Une crise psychologique. Est-ce que selon vous, le retour à la croissance qui est préconisé par François Hollande arrivera jusqu'au bout? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne va pas aller au clash avec Angela Merkel? Il n'y a pas grand rapport entre les deux. Il y a risque d'aller au clash avec Angela Merkel, en effet, mais l'Allemagne vient ce trimestre dernier d'entrer en stagnation. La croissance allemande est cassée. Et donc Mme Merkel elle-même a des problèmes. Et pourquoi? L'Allemagne ne peut plus exporter suffisamment, puisque ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la Grèce, ni le Portugal, qui sont tous en récession, et déjà un peu aussi la Grande-Bretagne, raison différente, récession moins forte, mais récession quand même, achète beaucoup moins. Et donc même en Allemagne, le problème de la croissance est posé. Je crains beaucoup une demande française de symbole de bagarre, de symbole que ça cogne, qu'on se dispute. Alors que la règle du jeu en Europe, c'est le compromis progressif. Et encore une fois, je pense à l'interview de Jean-Claude Mailly ce matin, il veut que ça soit tout de suite.
c'est oublier que justement, M. Van Rompuy, le président actuel de l'Europe, et le président de la Banque centrale, dit qu'il faut un pacte de croissance parce que on ne peut pas faire que de la récession. C'est le moyen d'arriver, je pense, à une conclusion harmonieuse en prenant en charge le souci de François Hollande. C'est difficile de renégocier un traité qui vient d'être négocié, mais il est incomplet. Il est incomplet, tout le monde le sait. Donc on va y ajouter quelque chose. Donc on devrait pouvoir arriver à un résultat, et ça se joue dans les 10 jours qui viennent. Enfin, le rendez-vous, c'est mercredi prochain, enfin c'est la semaine prochaine, donc après la passation de pouvoir. Je reviens un mot au livre qui est important. Est-ce que vous considérez que l'expérience qui vient de naître il y a quelques jours, avec l'élection de François Hollande, est justement, parce que c'est la thèse de votre livre, là il faut bien nous répondre, et c'est une expérience qui est menacée par ces sommes colossales que vous décrivez, c'est la crise du capitalisme, qui sont dans des paradis fiscaux et qui sont finalement dans une sorte de bataille avec les États. Cette menace est mondiale. Elle concerne tout le monde et pas du tout la France de manière isolée. L'avantage d'avoir une expérience de gauche et l'élection de François Hollande en France, c'est que la France aura probablement le courage de prendre de son côté quelques-unes des mesures qu'il faudrait prendre mondialement, mais qui ne commenceront que si certains montrent l'exemple et le prennent. Je pense à la séparation absolue des banques de dépôt. Quand on gère les dépôts des autres et de l'économie, il ne faut pas prendre de risques. Ça devrait être interdit. Ça a été interdit pendant 70 ans grâce à Franklin Roosevelt en 1933. Et on a abandonné, ça s'appelait le Glass-Steagall Act, le nom est ressorti de temps en temps. C'est dans les années 95-90 qu'on a abandonné ça, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et depuis, nous avons des grandes crises financières mondiales tous les 5 ans. Il y en a encore une qui menace. Là, nous ne sommes plus en Europe, nous sommes mondialement. Et c'est gravissime, en effet. Ça menace tout le monde. Mais on peut tout de même prendre des mesures de protection localisées, et j'espère beaucoup que non seulement le gouvernement sous François Hollande et le président pourront les imposer en France, mais qu'en plus, ce sera le cœur des négociations européennes. Car en Europe, il ne faut pas seulement négocier la sortie de la crise de l'euro et un complément d'incitation à l'investissement et à la poursuite de la recherche scientifique, à la croissance de demain, qu'il ne faut pas naufrager dans l'art de payer la dette, c'est ça l'enjeu des discussions, mais c'est aussi le problème de savoir si on va pouvoir se protéger de la crise mondiale qui, elle, nous menace toujours, et Michel Rocard, et qui était la grande oubliée de la campagne électorale. Il y a deux grands oubliés dans la campagne électorale, c'est l'état des finances du monde qui est terrifiant, et puis c'est l'effet de serre et le réchauffement climatique. Michel Rocard, Question de Michael Zamès. Vous parliez de l'interview de Jean-Claude Mailly ce matin dans le journal Le Parisien. Sa crainte, ce sont les plans sociaux qui vont arriver en masse dans les prochaines semaines. Est-ce que vous croyez finalement qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour François Hollande? La dernière campagne électorale est assez particulière à cet égard. Je veux en saluer la dignité. Il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy part beaucoup plus élégamment qu'il n'est arrivé, qu'il a gouverné à la limite, et qu'il y a une énorme dignité dans tout ça. Mais l'une des autres caractéristiques de cette campagne, c'est qu'il n'y a pas eu d'enthousiasme massif. Et vous avez remarqué à la Bastille ou ailleurs qu'il n'y avait pas d'insultes, pas de rejet, pas de brutalité. Nos concitoyens savent que le monde tout entier est dans une situation redoutable, difficile, que l'Europe tout entière y est, et que rien ne sera facile. Rien ne sera facile. Est-ce que dire ça revient à dire qu'il n'y aura pas d'état de grâce? Je crois que les Français feront un peu confiance au début. Mais il ne faut pas une faute dans les premières mesures, et donc il faut que le besoin de nous protéger contre la crise financière, d'engager de manière permanente le combat contre l'émission de gaz à effet de serre, donc contre le réchauffement climatique, et d'en faire un des instruments de la sortie de crise. Il faut que notre politique économique s'appuie sur le combat contre le changement climatique comme un de ses moyens d'anticiper une relance. Après tout, il y a de l'activité à faire en isolant mieux nos bâtiments et en utilisant plus de voitures électriques. Tout ça, ça peut être de l'activité. Il faut le mettre au service de l'emploi et de la création de richesses. C'est donc possible, mais il faut y penser tout de suite, et ça veut dire
qu'il faut jouer le moyen terme et le court terme en même temps. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Question importante aussi, Michel Rocard. On va parler un peu de politique politicienne tout à l'heure avec Mickaël. Mais la Grèce ce matin, là aussi vous avez beaucoup d'expérience, c'est l'impasse politique totale. En Grèce, personne ne veut de la politique d'austérité. Il n'y a pas de majorité gouvernementale. Et il y a plein de gens, comme par exemple Alain Minc hier soir chez nos confrères de BFM, qui disaient au fond, dans peu de temps, les Grecs vont finir par sortir de l'euro. C'est assez inexorable si ça ne change pas. Est-ce que c'est le diagnostic que vous faites ce matin? Je fais ce matin le même diagnostic, que la Grèce est devenue ingouvernable, mais je voudrais ajouter que c'était complètement prévisible et que ce phénomène grec, les peuples n'acceptent pas d'être martyrisés en raison des bêtises des autres, et des bêtises notamment dans la gestion financière américaine. C'est la gestion financière américaine qui nous fait la grande menace générale. C'est pour traiter une première phase de cette menace en 2008 qu'on a tous aggravé nos dettes publiques. Mais ils sortent de l'euro ou pas, d'après vous? Voilà. Alors, ça va être dans les têtes de tous les gens qui vont discuter à Bruxelles autour du président Van Rompuy. Parce que les peuples montrent qu'il faut sortir de là autrement que par la récession voulue et recherchée. C'était prévisible. Je craindrais beaucoup que la Grèce quitte l'euro, parce que ce sera pire pour elle. Si elle quitte l'euro, sa monnaie va être immédiatement dévalorisée de 25-30%. Elle paiera d'autant plus cher tout son pétrole, tous ses achats. C'est effrayant. C'est effrayant. Et c'est un signe annonçateur terrible, car il y a d'autres pays en difficulté dans la zone euro, l'Irlande, le Portugal bien sûr, peut-être l'Espagne, et qui sait, peut-être aussi l'Italie. Donc il faut se préparer à dynamiser un peu d'activité quand même. Et il faut se mettre d'accord, c'est là que Mme Merkel sera difficile à convaincre, mais tous ces événements poussent à ce qu'elle réfléchisse et à ce qu'elle comprenne qu'il ne faut pas payer sa dette au point de supprimer les crédits de la recherche scientifique, au point de supprimer les crédits qui financent des investissements productifs de richesse pour le terme suivant. Question. C'est un cocktail difficile. Mais on a peu de temps, un trimestre pour le mettre en place et faire savoir à l'opinion que c'est difficile. Alors, Mickaël Zamez... L'objet de mon livre, c'est de souligner tous les problèmes dont on n'a pas parlé pendant la campagne électorale, mais qu'on retrouve maintenant. Et dont nous parlons ce matin. Mickaël Zamez, Michel Rocard, je vous ramène sur la scène française, sur la scène politique française. Concernant François Bayrou, Martine Aubry a dit qu'il y aurait finalement un candidat du Parti Socialiste face à François Bayrou, alors qu'il a voté François Hollande à titre personnel. Est-ce que c'est un manque d'élégance? Pas un manque d'élégance, il y a des règles du jeu collectivement. Une décision comme ça est une décision collective, et ni François Bayrou ni le Parti Socialiste n'avaient négocié quoi que ce soit. On savait pourtant qu'il faudrait regrouper les voix, bien entendu. François Bayrou s'est peut-être laissé passer. L'homme est sympathique. Mais c'est vrai que quand il dit je vote François Hollande à titre personnel, il affaiblit son soutien, mais il ne crée pas une dette. Le Parti Socialiste est dans sa logique de vouloir... Il y a un aspect pédagogique dans une campagne électorale, de vouloir expliquer au monde entier et partout la manière dont nous voyons les choses et l'urgence de ce débat musclé mais important avec l'Allemagne qu'il faut conduire dans la compréhension mutuelle. Cette campagne électorale législative va être nécessairement plus proche des problèmes de crise et de difficultés que ne l'a été la présidentielle, parce que l'actualité nous rattrape. Michel Rocard, qui, selon vous, aurait le meilleur profil pour être Premier ministre? De Martine Aubry jusqu'à Jean-Marc Ayrault, les favoris? Écoutez, c'est une question difficile. Il s'agit de deux de mes amis. Ils n'ont pas le même genre d'expérience. Et donc, face à la crise aujourd'hui, le président du Sénat est immensément expérimenté en politique intérieure française. Et comme nous allons vivre des temps très difficiles et des temps probablement brutaux, ce modérateur, ce pacificateur... Vous parlez de Jean-Marc Ayrault, là? Oui, je parle de Jean-Marc Ayrault. Aura un plus de ce côté-là. Ce que Martine Aubry affiche, c'est davantage peut-être de force de frappe
On verra le choix que fait le président Hollande. Merci beaucoup Michel Rocard d'être venu ce matin. Je rappelle le titre de votre excellent livre qui fait un diagnostic sur la crise telle que nous la vivons tous. Il s'appelle Mes points sur les îles et publié aux éditions Odile Jacob et il est préfacé par François Hollande. Bonne journée à vous. Nous étions ravis avec Michael de vous recevoir sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Dans un instant, le rappel des titres.